Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue à Culture Soccer à l'érable. Avec vous aujourd'hui, Daniel Cameron. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une invitée de marque qui est déjà venue à notre émission. Et nul autre que notre cher Nikki Cody. Comment ça va, Nikki? Ça va bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Malheureusement, mes confrères Hedy Raphaël et Alex Rupert n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais ils sont là de cœur et d'esprit. Je suis sûr qu'ils vont écouter l'épisode dès qu'il va sortir. Alors, Nikki, je sais que tu as eu un été très occupé avec le tournoi kick-off dans ta ville. Il a fallu remobiliser les troupes du Red River Rising. Il y a eu également les matchs d'équipe nationale masculine, la Gold Cup, le tournoi de Jeux olympiques pour notre équipe féminine. C'est soldé de la plus belle des façons. Oui. Donc, on s'est dit ça vaut vraiment la peine de faire une petite rétrospective sur ce tournoi. Donc, avant tout, retournons un peu à la phase de groupe, là. Je sais qu'on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais toi, c'était quoi un peu ton feeling après la phase de groupe, après 2 matchs nuls, une victoire? Tu sais, dans le sens, il n'y a pas de défaite, mais dans un autre sens, c'est pas toujours convaincant. Toi, c'était quoi ton feeling à ce moment-là? J'avais pensé que nous pouvions gagner contre le Japon et l'équipe Grande-Bretagne, mais je savais aussi que nous avons les difficultés à marquer des buts. Donc, ce n'était pas un grand surprise, peut-être un peu de déception, mais à la fin, tout sont arrangés. Donc, Parfait. Par la suite, je sais qu'on en a déjà parlé le dernier épisode, mais il y a eu le match contre le Brésil avec le 0-0, puis une séance de tir au but haletante avec des arrêts de Stéphanie Labbé. Et Sinclair qui a raté le premier tir. oui. Par la suite, on a eu le match contre les États-Unis avec le penalty, on va dire, c'est pas tous les jours qu'il aurait été sifflé, on va dire ça comme ça. Et une finale, je sais qu'on va y revenir, mais une finale fantastique contre la Suède qui s'est terminée par une autre séance de tir au but haletante. Est-ce que tu penses comment dire, que le facteur chance a joué un rôle important lors de la phase à élimination directe? Oui, on peut dire que la chance a joué un rôle, mais il y avait aussi le talent. Sinclair et Rose ont créé les chances. Toutefois, sans VAR, est-ce que ça c'est comment on dit ça là en français? VAR, VAR. Ouais, VAR, oui, justement. Oui. Qui sait ce que serait passé s'il n'y avait pas le VAR? Je sais. Mais il y avait aussi Stéphanie Labbé et elle était incroyable. Donc, je crois que c'était un petit peu les deux. Il y avait le facteur chance, oui. Mais en même temps, je pense que j'ai jamais vu une équipe gagner un tournoi, tout sport confondu, sans le facteur chance. Oui, c'est vrai. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne un tournoi. Tu sais, un tournoi, c'est pas comme une saison avec des matchs aller-retour et des périodes de haut, des périodes de bas. Un tournoi, si tu as intérêt à être performant pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, et tu es champion pour les 4 prochaines années. Oui. Revenons sur cette finale. Pour nos auditeurs, ben, ça s'est terminé, ben, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce qui me surprendrait, c'est terminé par un 1-1, encore un penalty de Fleming. Et par la suite, ça allait en prolongation. Et on a eu une séance de tir au but assez haletante avec du suspense, des revirements de situation et une Stéphanie Labbé qui était dans sa meilleure journée, qui était en contrôle de la situation. Elle
elle gardait le sourire. Je pense qu'elle a quand même intimidé, puisqu'elle est quand même rentrée dans la tête de ses adversaires. Et est-ce que tu as l'impression que ce match-là, c'était comme un peu la consécration, c'était vraiment une finale, ce match-là, pour toi, ou est-ce que tu trouves que ça a été un match comme un autre, mais l'équipe a eu l'occasion de se rendre jusqu'à la fin? Je pense que je n'ai pas bien compris. OK. Non, est-ce que pour toi, c'était vraiment une vraie finale, ce match-là? Ou avec le final ou avec les États-Unis? Non, la finale contre la Suède. Oui, oui, j'avais peur que nous allons perdre contre les Suèdes. Les Suèdes? Oui. Suédoises, ouais, les Suédoises. Oui, mais au fin, avec les penalties, à ce fois, je pensais que c'était à nous parce que je savais que Stephanie Labey, elle est comme super-héros. Comment est-ce qu'on dit ça là? Ouais, super-héros, oui. Oui, oui, donc j'avais confiance à ce fois, mais aussi peur parce qu'il y a toujours la peur. Bien Oui. sûr. Mais comment tu as trouvé la performance de l'équipe canadienne sur la finale? Je, je suis défenseur. Est-ce que ça, c'est comment on dit le défense? Défenseur. Oui. Ouais, défenseur, ouais. Je suis défenseur, donc je suis vraiment fière que nous avons la défense comme cela. Mais nous devrons, est-ce que c'est, nous devrons, j'ai oublié, score les goals. Dis-le en anglais, c'est pas grave. Score goals. Oui, marquer des buts, bien sûr. Marquer Oui. des buts. J'ai dit ça avant. Oh, il y a quelques fois que mon tête, il n'y a rien. Oui, marquer les buts. Il faut marquer des buts. Donc, Ouais, ben justement, par rapport à marquer des buts, dans la phase d'élimination directe, il n'y a eu aucun but marqué sur une action. Il y a eu le penalty contre les États-Unis. Il n'y a eu aucun but contre le Brésil. oui. Il y a eu le penalty contre les États-Unis et le penalty contre la Suède. Là, maintenant que Sinclair va probablement prendre sa retraite bientôt, là, est-ce que tu commences à être un peu inquiète par rapport à l'avenir offensif de l'équipe? Oui, ça m'inquiète. Aussi, je crois que Sinclair était blessée et elle ne semble pas être la même joueuse que celle que nous avons vue récemment avec le NWSL. Donc, d'une façon, je crois que nous avons vu aux Jeux olympiques comment l'avenir se déroule sans Sinclair et c'est un problème. Oui, bien sûr, parce que malgré qu'il y a des bonnes joueuses comme Hoytema, comme Grosso, comme maintenant Evelyne Vien, il y a Prince, il y a Leon et tout, mais il n'y en a aucune qui arrive à vraiment prendre son rôle. Becky aussi, c'est pas clair. Est-ce qu'elle est striker? Est-ce qu'elle est ailier? Malheureusement, on est encore un peu dans la même discussion depuis comme 2, 3 ans. Oui. Et malgré ce titre, on reste un peu dans cette discussion de quel est l'avenir offensif de l'équipe. D'ailleurs, parlant d'avenir, est-ce que tu penses que ce titre va peut-être un peu ralentir les chantiers de Soccer Canada pour le soccer féminin parce que bon, les responsables vont se dire, ah ben, it works well, ça fonctionne bien, pourquoi est-ce qu'on changerait? Si on garde la même voie, est-ce que tu as un peu cette crainte-là? Oui, peut-être un peu. Je veux dire oui et non. Je pense que Priestman et les joueuses ne vont pas reposer. Je suis certaine qu'elles vont vouloir prouver que ce n'était pas un coup de chance, mais nous avons besoin des équipes féminines ici au Canada. Nous avons besoin de plus d'opportunités pour jouer et grandir pour plus de joueurs et nous avons le besoin maintenant. Et j'ai peur qu'il y a les gens qui vont penser pourquoi nous avons l'argent, pourquoi on a besoin d'une ligue. Donc, je pense qu'il y a
un problème, peut-être. Oui, bien sûr, ben, c'est un peu ça. Est-ce que ça va lancer un élan un élan par rapport au soccer féminin, à l'enthousiasme, ou est-ce que ça va un peu plutôt dire, ah ben, pourquoi on changerait, on changerait, tout va bien. Oui. D'ailleurs, tu viens de lancer un peu le sujet par rapport par rapport à des équipes, des clubs, des ligues. Là, on est un peu, c'est le moment là, un peu d'en parler parce que, tu sais, même le Honduras se dit qu'ils vont partir d'une ligue féminine. Là, Mhm. est-ce qu'on va se faire rattraper par les autres équipes de la CONCACAF? Est-ce qu'on devrait commencer par faire des ligues semi-pro? Là, il y a juste le Québec et l'Ontario encore depuis plusieurs années. Est-ce que c'est le moment de lancer une ligue féminine professionnelle qu'on en parle tant? Est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Est-ce que tu penses que c'est la solution? Oui, je pense qu'il fallait le faire il y a 5 ans avant. Donc, nous avons absolument besoin que ça arrive maintenant. Je crois que c'est plus important. Je crois que les femmes ont besoin plus que les hommes avaient besoin. Il y a rien en place ici où on peut jouer après l'université. Peut-être il y a Ontario et Québec, mais il n'y a pas de ligues comme ça d'autre part, et c'est un grand problème. Je pense beaucoup à Vanessa Gilles, et elle devrait aller en France. Et puis, maintenant, nous savons qu'elle est fantastique, mais combien de Vanessa Gilles est-ce qu'il y a ici et elle ne joue pas? Oh, c'est terrible le français, je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Non, non, j'ai compris où tu veux en venir. C'est qu'il y a plusieurs joueuses qui ont du potentiel, comme Vanessa Gilles. Mais Vanessa Gilles, elle avait la chance d'avoir la citoyenneté française par un de ses parents. Oui. Donc, ça a facilité pour elle. Mais oui, en fait, pour une joueuse canadienne, c'est soit aller jouer aux États-Unis dans une université, soit avec de la famille, par chance, aller jouer en Europe. Comme Yeah. un peu, comme c'était pour les hommes il y a une vingtaine d'années, une vingtaine, trentaine d'années. Puis j'ai l'impression, peut-être je me trompe, on a déjà fait plusieurs débats là-dessus au podcast, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de potentiel du côté féminin pour une ligue que du côté masculin, parce que du côté féminin, il n'y a pas encore beaucoup de ligues dans le monde. Donc, s'il y avait une ligue canadienne, elle serait rapidement dans peut-être le top 10 ou même le top Mhm. 20 mondial, c'est déjà bien pour attirer toutes les joueuses de partout dans le monde, comme un peu la NWSL faisait, parce que là, elle commence à se faire rattraper par l'Europe. Ouais. Justement, tu as parlé un peu d'universitaire, de Ligue One Ontario, PLSQ. Euh, Toi, tu vois un peu quoi comme avenir pour les ligues universitaires au Canada, bien sûr, pas aux États-Unis, et, Oui. euh, et les autres ligues semi-pro, par exemple, comment ça s'appelle? Il y avait BC League One. Il Mhm. y aurait peut-être d'autres provinces que je ne suis pas au courant qui voudraient travailler là-dessus. C'est quoi l'avenir pour toi dans ces réseaux-là? Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre plus d'emphase sur ces ligues-là ou se concentrer sur le professionnel ou qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les deux sont vraiment importants. Peut-être plus importants qu'une ligue nationale au niveau de l'NWSL. Il y a déjà les places comme l'NWSL où notre meilleure joueuse peut jouer. Mais et un jour, je voudrais qu'elle puisse jouer ici au haut niveau. Ce sont les joueurs. Oh, j'ai fait une erreur, je m'excuse. Je voudrais voir des ligues régionales dans chaque province, comme les deux au Québec et Ontario, et aussi, je crois que tu as raison, il y a au BC as well. Ouais, mais ici, il y a un projet qui est malheureusement, ouais, ça n'a pas oui, encore été annoncé pour cette année. Ben, chaque année, ils disent l'année prochaine. oui, oui, mais j'espère que je voudrais qu'il y ait les ligues comme cela dans chaque province. Et je préfère si quand il y a une ligue nationale, que c'est
au cet niveau. Parce que ça, c'est où il y a vraiment besoin. Oui, bien sûr. Je vois où tu vas en venir. Un besoin à ce niveau-là pour avoir du développement pour les joueuses. Ben, on est un peu entre les deux parce que, comment dire, on est entre le moment où il faut développer des joueuses et avoir un lieu où elles peuvent jouer. Je sais que la NWSL, les Canadiennes, comptent comme domestic player, ce qui est bien. Ouais. Il y a beaucoup mais maintenant, la tendance, ça a l'air d'être d'aller, beaucoup de joueuses veulent aller en Europe parce que ça a l'air d'être là que ça se passe. Peut-être que je veux dire, d'un point de vue personnel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas vraiment pour avoir la NWSL au Canada parce que la NWSL existe déjà. Donc, pourquoi ça n'a aucune valeur ajoutée que des Canadiennes jouent en NWSL à Toronto ou à Portland ou à Chicago? Donc, si on est pour faire quelque chose au Canada, faisons-le nous-mêmes. On sera au niveau qu'on pourra être. Puis si des joueuses sont d'un niveau supérieur, ben, elles iront en NWSL, elles iront en France, elles iront en Angleterre, elles iront en Italie, elles iront en Espagne. Oui. Elles iront peut-être au Mexique un jour, peut-être au Honduras un autre jour. On ne sait pas, tu sais, l'Amérique du Sud aussi vont se développer au féminin. Mais entre-temps, nous, on va avoir notre ligue. Puis si notre ligue va être meilleure que beaucoup de ligues dans le monde, ben, tant mieux. Puis si ça va être moins bonne que d'autres ligues dans le monde, ben, tant mieux aussi. De toute façon, je pense qu'il va falloir vraiment que des gens haut placés pensent à ça. Et parlant de gens haut placés, sur les derniers mois, depuis l'année passée, en fait, que Beth Priestman a été annoncée, et là, elle avait promis, elle avait dit qu'elle voulait changer la couleur de la médaille. On en a parlé la semaine passée aussi. Euh, Oui. et là, elle a même réussi à obtenir le titre. Quel rôle tu penses qu'elle a joué dans ce titre? J'étais heureuse quand ils ont choisi Priestman parce que je savais qu'elle aurait au moins le même style de motivation que Herdman, mais je crois qu'elle a apporté beaucoup plus que cela. Sa tactique était parfaite. J'adore Bev Priestman maintenant, mais j'étais comme toi. J'ai pas pensé que la couleur de médaille vont changer. Donc, oui, mais maintenant, je suis vraiment heureuse et je crois elle est peut-être meilleure que Herdman. Qui sait? Qui sait? Ah ben, elle a réussi mieux que Herdman, en tout cas au niveau des résultats, donc on va lui accorder ça. Donc également, cet été, il y a eu, par les Jeux olympiques, il y a eu le retour de la CanPL en format hybride, si on veut. Ça a commencé au début par un tournoi à Winnipeg, la ville où tu te trouves, avec un tournoi qui était différent des Island Games parce que là, c'était pas comme un tournoi à élimination directe, c'était vraiment juste remplacer des matchs de saison, mais en les jouant à Winnipeg au lieu de les jouer dans chaque ville. Donc, il y a eu, pendant le tournoi, il y a eu, les fans ont été progressivement introduits. Et pour toi et pour la communauté soccer à Winnipeg, qu'est-ce que ça a représenté d'accueillir le tournoi Kick-Off, là, que le début de la CanPL commence dans votre ville? Ça représentait quoi pour vous? C'était spécial. Au cours de l'année et demie écoulée, c'était difficile de ne pas pouvoir voir l'équipe s'entraîner ou jouer en personne. Et donc, c'était un peu incroyable quand ils ont annoncé que le kick-off serait ici. Mais c'était bizarre aussi. Après si longtemps sans jeu et si longtemps avec vraiment rien à faire, il y avait soudainement 2 ou 3 jeux par semaine. Donc, c'était comme rien à toutes les choses pendant un mois. Donc, c'était fantastique et bizarre. J'ose croire. Quelles ont été les initiatives que votre supporter group, le Red River Rising, a organisées avant, pendant, après le tournoi? J'ai vu que vous aviez été voir les joueurs pendant les entraînements. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme activité ou initiative qui a été organisée? Nous n'avons pas fait grand-chose car c'est toujours une pandémie, mais nous nous sommes rassemblés à l'extérieur du stade
pour chanter pour eux pendant qu'ils s'entraînent et encore pendant qu'ils jouaient dans des matchs avant que nous soyons autorisés à entrer. Nous leur avons envoyé de la nourriture aussi et des collations à l'hôtel, ainsi que des choses amusantes pour les occuper pendant les temps morts, comme un piñata. Je sais, piñata? Ouais, c'est Oui. un mot, c'est un mot en espagnol. Oui. Donc, pas beaucoup de choses, mais les petites choses. Ben, c'est toujours agréable, surtout quand c'est constant d'avoir des choses régulières. J'imagine qu'ils ont. J'ai vu que les joueurs avaient l'air contents du Red River Rising, mais j'avais pas tout compris c'était quoi les raisons de leur joie, là. C'est bien d'en apprendre davantage. Et toi, en tant que président du Red River Rising et fan du Valor et habitant de Winnipeg, que penses-tu, que t'as pensé quoi du début de saison encourageant de Valor, surtout pendant le tournoi kick-off? Avant le kick-off, j'avais écouté qu'il y avait quelques joueurs importants qui étaient blessés et je ne savais pas à quel point que Sirois était bon. Donc, j'ai eu quelques bonnes surprises. Et j'aime à quel point l'équipe s'est battue pour les autres et pour nous aussi, je pense. Donc, le kick-off était beaucoup plus mieux que j'avais pensé. D'accord. Et après ça, malheureusement, il y a eu, depuis le kick-off, les matchs à l'extérieur sont un peu plus compliqués. Est-ce que tu penses que c'est lié à l'avantage du terrain? Euh, non, pas vraiment, mais peut-être d'une façon. Les difficultés ont commencé au dernier jeu de kick-off. Je pense que la perte d'Andrew Jean-Baptiste est un grand problème. C'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, donc il y a ça en valeur nominale, mais je crois qu'il dirige beaucoup sur le terrain et il fournit un leadership. C'est pas un mot Oui, en oui, oui. français? Non, en OK. français, on utilise leadership aussi, oui. OK, OK. Exceptionnel. Nous l'avons même vu faire cela depuis la ligne de touche à la fin des Island Games, parce qu'il était blessé l'an passé aussi. Et il n'a pas voyagé avec l'équipe maintenant, donc je pense que sa présence nous manque Ouais, sur et le terrain. Sur le terrain, ouais. sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, je crois que c'est plus ça. Et aussi, ils ont vécu dans l'hôtel pendant le kick-off. Et puis, pendant seulement quelques jours, ils ont parti de Winnipeg et ils ne sont pas ici maintenant. Donc, pendant presque 2 mois, ils ne sont pas chez lui. Donc, je pense que c'est difficile. J'espère quand il arrive ici et il sera mieux. Ouais, ben, c'est sûr que là, les trois derniers matchs étaient à l'extérieur contre Calgary, Pacific et Edmonton. Donc, oui, éventuellement, il va avoir un retour à la maison. Oui. Donc, Oui. espérant que ce soit bien. Comme tu as dit, il y a eu Sirois qui s'est démarqué depuis le début de la saison avec plusieurs jeux blancs. Il y a eu Andrew Jean-Baptiste. D'ailleurs, mais il ne faut pas oublier qu'Andrew Jean-Baptiste, dans une saison normale, il aurait probablement été à la Gold Cup. Oui. Là, le fait qu'il n'était pas canadien, ça a été un peu plus difficile de l'appeler pour l'équipe nationale haïtienne. Oui. Euh, vous avez pu en profiter pendant les Highland Games. Malheureusement, vous l'avez perdu pardon, le kick-off. Malheureusement, vous l'avez perdu pour le reste de la saison. Oui. Est-ce que toi, tu prédis des résultats encourageants une fois que, que l'équipe va revenir jouer un peu plus à la maison, là? C'est quoi tes prévisions pour le reste de la saison du Valor? Je pense que nous avons les bonnes pièces pour revenir en forme, mais j'ai l'impression que quelque chose ne colle pas.
mais j'ai un foi en ces gars. Je pense qu'ils vont revenir à Winnipeg et changer les choses. Comme j'ai déjà dit, ils n'ont pas été dans leur propre maison depuis des mois. Ils ont pris la rue pendant presque 3 semaines, pendant presque 3 semaines, quelques jours seulement après avoir quitté. Cela doit avoir un impact sur eux. Quelques nuits solides dans leur propre lit et beaucoup d'échanges du trench. Le trench. Trench, oui, les tranchées, ouais, pour les fans, ouais. Oui, je pense que ça va changer les choses. Ben, on l'espère bien, puisque petit à petit, l'équipe descend au classement depuis les derniers matchs. Également, on a eu l'occasion de faire une entrevue. Moi, j'ai fait une entrevue avec comment il s'appelle, l'ancien joueur du Valor qui est rendu à FC Manitoba, Paolucci. Paolucci, Et maintenant, il est impliqué avec le FC Manitoba. Et là, ils ont ramené un entraîneur européen, des anciens joueurs de Valor, d'autres clubs de CanPL. Toi, tu penses quoi des ambitions du FC Manitoba cette année? Je sais que là, ils peuvent pas jouer dans la USL League 2. Alors, ils font des matchs amicaux. Mais tu penses quoi d'avoir un autre club à Winnipeg qui a des ambitions peut-être pas les mêmes que Valor parce qu'eux, ils m'ont dit Valor, c'est le club professionnel de la ville. Puis c'est pas dans leurs ambitions de compétitionner, mais tu penses quoi d'avoir un autre club qui peut peut-être jouer un rôle différent, on va dire, que Valor à Winnipeg? Je sais qu'il y a quelques-uns ici qui n'aiment pas cela, mais moi, j'aime ça parce que ils sont vraiment sérieux à propos de ce qu'ils construisent. Et j'aime qu'il y a un mélange de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés. Ça sera vraiment bon pour le développement des joueurs. Je crois que nous avons besoin plus des chances ici pour les joueurs. Donc, je crois que c'est une bonne chose. On l'espère pour eux parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec eux. Ils ont un projet à long terme. Ils veulent même que les contacts à l'étranger puissent aider des joueurs à aller en Europe. Puis ils veulent emmener des joueurs, du staff d'Europe. Ils ont ramené un entraîneur maltais. Donc, ils ont un projet intéressant qui peut, je pense, être un peu complémentaire avec Valor. Surtout, tu sais, au Manitoba, je pense pas qu'on verra une ligue semi-pro juste au Manitoba. On va être réaliste, là. Donc, ils peuvent combler peut-être un peu ce rôle de développement. De toute façon, Manitoba, corrige-moi si je me trompe, mais contrairement à la plupart des provinces canadiennes, il n'y a pas 2 ou 3 grandes villes. Il y a juste une grande ville. Et donc, toute la population et le potentiel sportif aussi se concentre un peu à Winnipeg, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour le développement des jeunes joueurs. FC Manitoba devrait aider, mais ce n'est pas suffisant. L'Université de Winnipeg n'a plus d'équipe masculine et le Valor n'évidemment pas d'académie. Il n'y a pas beaucoup ici. Donc, nous avons besoin de plus. Ouais, d'ailleurs, par rapport à Valor et l'Académie, j'ai constaté depuis les deux Dylan, il n'y a plus vraiment il y a plus vraiment de joueurs locaux à Valor. Même quand il y a le draft, comme tu as dit, il n'y a plus de programme masculin. Donc, il n'y a pas vraiment de joueurs à aller chercher. Donc, ça a l'air un peu compliqué pour Valor d'avoir des joueurs du Manitoba. Avant, tout le monde allait parce que je me rappelle, on avait reçu une fois notre ami, comment il s'appelle, Mike Vitulano, qui avait été le directeur technique du Manitoba il y a quelques années. Maintenant, il est à Québec Soccer, Soccer Québec. Et dans l'époque, tout le soccer manitobain était un peu entre les mains des Whitecaps, Residency Program. Donc là, maintenant, d'un peu sortir des Whitecaps pour aller avoir une mentalité beaucoup plus locale, c'est peut-être un peu difficile parce que là, je vois Valor, il n'y a pas vraiment de joueurs locaux. Il y avait Ali Moussi aussi qui est maintenant il est à Cavalry. Oui. Donc,
Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait? Est-ce que ce serait une académie? Est-ce que ce serait de faire du scouting dans les clubs locaux? Est-ce que ce serait de faire un partenariat avec FC Manitoba? Tu penses quelles seraient les options, les solutions disponibles? Je pense que ça va prendre peut-être quelques ans. Je crois qu'il n'y a pas une solution maintenant, je crois. Il y a des joueurs qui sont un certain âge ou qui ont un certain âge et il n'y avait pas des opportunités. Donc, je crois qu'avec FC Manitoba, et je sais que ils ont pas exactement comme Academy, mais ils développent. Non. Ouais, ils font du développement. Oui, je sais qu'ils ont un projet pour ça. Là. Donc, je sais qu'il y a les jeunes enfants qui, un jour, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs, mais maintenant, je ne sais pas exactement, c'est un problème. Je ne viens pas de Winnipeg ou Manitoba, je suis ontarienne, donc je ne connais pas beaucoup d'ici, donc probablement il y a d'autres personnes qui avec des idées plus que j'ai, mais... Oui, je comprends, mais c'est intéressant de voir un peu comment Valor va travailler là-dessus, parce que si on regarde maintenant, Pacific a décidé de faire un partenariat avec un programme d'académie qu'il y avait dans Vancouver Island. Cavalry, un partenariat avec Foothills. FC Edmonton avait déjà un partenariat. Existait déjà, en fait. Atletico Ottawa, ils ont un projet de faire des partenariats avec les clubs locaux. Halifax a décidé de prendre le contrôle de tout ce qui était soccer dans la Nouvelle-Écosse. Oui. Donc, j'ai hâte de voir un peu. Les clubs ontariens comme Forge et New York, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit, ils ont déjà le bassin. Oui. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce sera quoi le chemin que FC Manitoba et Valor vont choisir pour former des joueurs parce que le bassin est limité, mais il y a quand même eu des joueurs qui sont passés par les Whitecaps comme Ali Moussé, il y a eu aussi un autre joueur qui était d'origine congolaise qui a joué à Whitecaps l'année passée, qui a fait le camp d'entraînement de Valor cette année. J'ai oublié son nom. Je pense Cédric. C'est de qui je parle, hein? Oui. Je crois que j'ai son nom pas loin. Donne-moi quelques secondes. Je pense que c'est un milieu de terrain. Il s'appelle. Oh, De qui je je crois parle, que... hein? Oh, je suis terrible. C'est Georges Mukumbilwa. Oh, oui. Il peut être right back ou milieu de terrain, je pense, c'est ça? Il a fait le camp d'entraînement de Valor, non? Cette année? Oui, oui, je crois il a été ici au début, mais je sais pas. Mais il vient de Winnipeg. Oui. C'est ça. Donc, et puis il est allé au residency program des Whitecaps. Donc, espérons que les prochains Georges Mukumbilwa, les prochains Dylan Sacramento, Dylan Carrero, les prochains Ali Moussi, ils vont rester à Winnipeg pour aider le Valor ou FC Manitoba. Mais c'est sûr que si comme tu m'as dit, s'il n'y a pas de programme masculin à l'université, ça rend les perspectives beaucoup moins intéressantes. Puis ça, c'est pas les Non, clubs qui vont travailler là-dessus. non. Est-ce que tu penses que le soccer universitaire du côté masculin, il est aussi important que du côté féminin? Est-ce que tu penses il y a encore un rôle à jouer dans le développement au Canada? Je sais pas, peut-être. Je pense qu'il peut jouer un rôle, particulièrement avec les joueuses féminines. Desiree Scott a été seulement ici pour l'université, mais il n'y a pas beaucoup de joueuses qui restent au Canada après. Parce qu'il n'y a pas les mêmes bourses qu'aux États-Unis aussi. Oui,
Mais c'est que j'ai remarqué comme du côté masculin, quand il y a le draft super pas le draft, pas le super draft, le, le draft canadien là, de U-Sports, la plupart des joueurs sont déjà connus. Ils ont Oui. joué dans des académies de clubs pro, ils ont joué dans la Ligue 1 Ontario, en PLSQ. Donc, quand je vois ça, je me demande c'est quoi l'objectif du draft si tout le monde est déjà Oui. connu, tout le monde connaît leur numéro de téléphone, tout le monde peut les joindre si les intéresse. Moi, j'aurais voulu que le draft soit plutôt pour découvrir des joueurs de province qui sont moins connus, comme le Mm. Nouveau-Brunswick, comme Saskatchewan, comme pas aller chercher des Québécois et des Ontariens et des gens des Whitecaps que tout le monde connaît déjà, là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner les prochaines années, puisque là, il y a maintenant la CPL a prévu les Developmental Contracts, Mm. des contrats pour quelques matchs pour les joueurs plus jeunes et tout. Donc, la Ligue, petit à petit, essaie d'offrir des opportunités pour les jeunes, malgré, en tout cas, je sais que le syndicat a encore des choses à régler avec la Ligue. Il y a eu des moyens de pression lors du tournoi kick-off. Justement, à la fin, là, les joueurs étaient un peu tannés de rester à l'hôtel. Donc, je sais que ça peut. Moi, j'ai su seulement après le tournoi que les joueurs ne sortaient pas de l'hôtel à Winnipeg, là. Oui. Je, je, je ne sais pas dire exactement avec cela, mais je pense que ce n'était pas une bonne expérience ici à l'hôtel. Ouais. Parce que pendant les Highland Games, les joueurs, j'avais l'impression qu'ils avaient du plaisir, qu'ils Oui, s'amusaient le soir, mais pour les kick-off, on dirait que c'était une autre expérience. Il faut dire que peut-être les règles sanitaires au Manitoba étaient plus strictes qu'à l'île du Prince-Édouard. oui, peut-être. Je sais que aux Island Games, ils pouvaient faire les excursions et les choses comme cela, mais ici, ils devraient rester sur l'hôtel. Donc, je ne sais pas comment ils le faisaient parce que c'est un mois dans un hôtel. Avec les mêmes joueurs tout le temps. Oui, avec toujours tout le monde sont même. Ouais, surtout que c'était comme les Island Games, c'était un tournoi et après c'est fini. Alors que là, Kick-Off, c'était le début de la saison. C'était un peu la dynamique, elle devait être un peu différente parce que les joueurs, tu vas les revoir pendant les prochains mois. En tout cas, j'espère qu'on n'aura pas à revivre ça les prochaines années, puis qu'on pourra reprendre des saisons plus normales et que les fans, je sais que là maintenant, un peu partout, les fans ont regagné les stades. Moi-même, j'ai été voir le match du CF Montréal la semaine passée contre Atlanta, donc ça fait du bien de retourner au stade petit à petit, là. Mais regarde, Nikki, on va souhaiter bonne chance au Red River Rising et au Valor FC et même à toute la CanPL parce que moi, je veux que que la Ligue, ça se passe bien pour tout le monde, autant pour les joueurs que pour les clubs. Et je voulais te remercier également à mon nom et au nom de mes confrères du podcast, c'est-à-dire Raphaël et Alex Suppert, qui donne un petit shout-out pour eux en ce moment. Je voulais te remercier d'être venu aujourd'hui. On a eu des discussions très intéressantes. On a abordé beaucoup de sujets. Je sais que ça te tient à cœur, autant les équipes nationales, t'es impliqué avec les voyageurs, autant Valor FC avec les Red River Rising. Donc, je veux aussi te remercier pour ton implication dans le soccer canadien. Merci. Et peux-tu nous dire comment on peut te joindre sur Twitter, toi et bien sûr les voyageurs, le Red River Rising, un peu toutes les plateformes auxquelles tu contribues, là? Je suis à Twitter à Nikki Cotty et Red River Rising. Je crois que c'est at Red River Rising WPG. OK, je vais. Oh, Non, je Red crois River qu'il y a Rising un 2. Deux, deux. deux, exactement. De toute Oui. façon, quand on va l'annoncer sur Twitter, on va l'identifier le groupe aussi. Oui. Et vous avez un site web aussi, hein, au Red River Rising? Pardon? Vous avez un website aussi. Oh, oui, oui, oui. Red. www.redriverrising.ca. Parfait, ouais.
Les voyageurs, Oui, le voyageur, je crois que c'est, est-ce que c'est The Voyageurs? je vais aller voir. Je vais voir. Oui, T-H-E Voyageurs, thevoyageurs.org. Parfait. Et parlant de voyageuses, désolé, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais on a appris aujourd'hui que les 2 matchs de septembre de l'équipe nationale masculine pour le Ocho ou Oui. Octagonal vont être à Toronto, au BMO Field. Donc, je ne sais pas si tu comptais y aller, mais c'est très tentant d'y aller. Oui. Euh, je veux aller à Toronto parce que je veux voir ma famille aussi. Il me manque beaucoup. Mais je crois que je vais rester ici et peut-être une autre fois. En espérant que ça concorde avec des matchs de l'équipe nationale. Il y a Masculine ou beaucoup. féminine. Oui, c'est ça. Il y aura beaucoup de matchs dans les 18 prochains mois. Donc, tu auras l'occasion de plugger tes vacances, ta visite familiale. Comme on dit, joindre l'utile à l'agréable. Donc, merci beaucoup, Nikki. Je te souhaite une bonne chance avec, comme je te disais, avec Red River Rising. Et je sais que toi, tu te promènes beaucoup pour voir des matchs et tout. Donc, j'espère que tu vas profiter encore du reste de la saison pour peut-être avoir quelques away games et avoir des matchs de l'équipe nationale avec les voyageurs. Et on va peut-être se recroiser quelque part au Canada. On s'est déjà croisé à Hamilton en 2019. Oui. On va peut-être se croiser à Toronto, Winnipeg, Vancouver. Ça pourrait arriver. Donc, merci beaucoup, Nikki. Et, Merci. merci à tous nos éditeurs et à la semaine prochaine.